Il ne fait pas bon d'être fan de Mercedes, pas les temps qui courent. La dépression n'est jamais loin. Porter un t-shirt Mercedes ou une casquette, il y a 4 ans, était un signe distinctif. On était à la mode, un signe d'excellence. Les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos soirées avec les casquettes Mercedes. On était les plus frais, les plus beaux. Tout le monde voulait être comme nous. Mais depuis 2 ans, on en a vraiment presque honte. Je rase les murs. Le regard des autres dehors me semble malveillant. Je ne vois que des Red Bull dehors, les amis. Bref, je vis un cauchemar. Vous avez compris. Dans ce deuxième épisode de la Formule 1, on en parle. On va parler de Mercedes et de son attractivité en tant qu'écurie. A tout de suite, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous aime. Bisous. À tout de suite. Finger Pilote. Bonjour Franck, comment vas-tu? Qui l'eût cru, après d'énormes années de domination, qu'on parlerait aujourd'hui de Mercedes en tant qu'une écurie en déclin? Qu'en penses-tu aujourd'hui et comment en est frappé ton âme de fan de Mercedes? Bonjour Finger Pilote, bonjour chers auditeurs. Je pense que tu peux voir à ma mine que c'est pas la mine des grands jours. Et ça, c'est pas parce qu'on tourne le samedi et que j'ai passé la nuit dehors. C'est pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, si on se remémore ce qu'on s'était dit à la première édition, où je mets Mercedes en bombant le torse, deuxième constructeur, je pense que je n'étais pas prêt pour cette douche froide. J'étais vraiment pas prêt. Et on va analyser pourquoi, quelles sont les raisons en fait où c'est difficile même de croire à un rebond. Parce que là, il n'est plus question d'un mauvais départ. On le sait. Tout à fait. La question est-ce que Mercedes peut rebondir? Et ça, je suis désolé, mais je veux pas spoiler, mais on y arrive. Tu parles d'une douche froide. C'est une douche glaciale. On est au pôle Nord là. Mercedes ne donne aucun signe. Les amis, on va analyser cela. La W15 a-t-elle hérité des gènes de ses prédécesseurs? Un arrière fuyant. Une imprévisibilité de la performance. Des tests à ne plus en finir. N'avons-nous pas l'air d'avoir déjà vu cela? Une impression de déjà vu. Allison n'a pas l'air de faire mieux que Mike Elliott. En tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai depuis mon canapé et ces heures matinales où je regarde la Formule 1, notamment le Grand Prix de Melbourne. Le renouveau en est-il vraiment un? En tout cas, pour ceux qui voient autre chose, comme tu as dit, de ton point de vue, voilà ce que toi tu vois. Je serais même très étonné de quelqu'un qui verrait autre chose. Je n'ai jamais souhaité à une femme, quelle qu'elle soit, d'avoir un enfant illégitime. Mais on avait besoin, nous les fans de Mercedes, que cette W15 en soit une. Qu'elle soit l'enfant illégitime de la W14. Qu'elle n'ait aucun gène de cette voiture qui n'a pas été foutue de nous ramener une victoire. Et on se retrouve à Jeddah, vous voyez cette très belle photo de l'arrière de Mercedes que Piastri a vu pendant environ 15 minutes pendant le GP. S'autoproclamant expert de l'aileron Mercedes, cet arrière n'a pas tenu. Pour la 3e fois en 3 ans, on part à Jeddah, on n'arrive pas à circuler dans le secteur 1. Je n'arrive pas à comprendre comment une équipe de cet acabit peut encore en être là. Là où tout le monde prend le secteur 1 quasiment sans lever le pied, nous, on doit freiner en qualification, c'est inadmissible. Pour ce qui est de l'imprévisibilité de la perf, Finger Pilote, on va nous dire, mais regardez, Red Bull, eux aussi, ils dominent à Bahreïn, un peu moins à Jeddah et à Melbourne, ils se font battre. Oui, d'accord, tout le monde, la performance varie d'un GP à l'autre. Mercedes, la performance varie d'une séance à l'autre. C'est pas la même chose. Je te comprends. Et si on regarde un peu plus loin, la définition du mot concept. Oui. James Allison s'est exprimé sur ce qu'on entendait par concept. Pour comprendre cette monoplace, il s'est exprimé sur Sky Sport. Il disait, le concept d'une monoplace se résume en 2 points. La soufflerie, la pondération que l'on en fait. Oui. Se dire que, comment est-ce qu'on extrapole les résultats que l'on a sur un plus petit modèle pour pour amener cette performance sur la piste. Tout à fait, promener la performance sur la piste. Donc ça, c'est la soufflerie. Oui. D'un autre côté, la CFD. Quelle est la méthode de quadrillage que l'on emploie pour justement avoir le meilleur quadrillage? Les amis,
On a fait une vidéo sur comprendre la CFD en Formule 1. Je vous invite à aller la voir. On a parlé justement des méthodologies de quadrillage. C'est quoi le quadrillage? Comment est-ce qu'on pourrait avoir un bon Computational Fluid Dynamics? Bref, le concept se résume en ces 2 points. Il disait qu'ils ont changé le concept. Ouais. La voiture, ce n'est pas juste des pontons. C'est son ensemble. Et surtout en dessous. Et surtout en dessous. Donc c'est grâce à la CFD et à la soufflerie qu'on a au final un concept, une monoplace, la voiture que l'on a. Et cette voiture, malgré tout ça, malgré avoir changé tout ça, elle est toujours nulle. Elle est nulle. L'impression visuelle à Jeddah était incroyable. Voir comment Lewis reculait devant Norris au secteur 1, à chaque fois qu'il sortait du secteur 1, c'était fou. Impossible de doubler Norris. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde cela, que Mercedes n'apprend plus. Mercedes n'apprend plus de ses erreurs. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais, est-ce que Mercedes a les bons hommes? Je pense que cette équipe est brillante. James Allison l'a dit, nos outils sont bons. Ce sont ces outils qui ont permis de créer la W10, la W11, la W12. Je pense que fondamentalement, ils sont bons. Mais est-ce que ceux qui calibrent ces outils, ceux qui doivent avoir une compréhension de l'effet de sol pour les calibrer, est-ce que eux, ils en sont capables? Mercedes, même dans ses difficultés, a toujours brillé dans les virages lents. Tous les virages qui ne mettent pas en avant l'effet de sol. Mais une fois qu'on arrive sur les virages rapides, où c'est le plancher qui doit t'emmener la performance, là, il y a toujours décrochage du flux. Allison a dit à Melbourne, on ne raclait même pas encore le sol, qu'il y avait déjà eu décrochage du flux et donc perte d'appui. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'effet de sol pour comprendre ce qu'on dit, parce que c'est très bien expliqué. Si vous ne l'avez pas encore vu, ce n'est pas bien. Mais on pardonne, on est samedi de Pâques, on va pardonner. Merci Franck. Donc, il y a un problème fondamental de compréhension. Et pour moi, il faut faire comme Fred Vasseur, peut-être pour Toto Wolff, et commencer à regarder autour s'il n'y a pas des ingénieurs à récupérer pour aider l'écurie à avancer. Franck, quand tu prends l'exemple de Melbourne, ça me touche vraiment. Ouais. Rappelons-nous, en début d'année, en février, lorsque les concepts sortaient, les photos, Quand l'optimisme est au plus haut. l'optimisme est au plus haut, tout le monde, les ingénieurs se croient les meilleurs du monde, les patrons se croient être très 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 forts. Toto Wolff nous disait que le pilote Anthony Davidson sur le simulateur, sur le circuit de Melbourne, les amis, voyait des choses incroyables. Il disait que pour la première fois depuis 2 ans, la voiture ressemblait à une voiture de course. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur le circuit de Melbourne, c'est incroyable. On a l'impression qu'il y a une corrélation complètement disjointe entre le simulateur et la piste. J'aimerais te relancer sur ce sujet. Tout à l'heure, tu as dit, on a l'impression que ceux qui doivent interpréter les données ne savent plus le faire. Est-ce que c'est lié justement au fait qu'on est sur des voitures à effet de sol? Donc, il y a tout un ensemble de paramètres qui changent par rapport au concept d'avant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Mercedes a encore les bons ingénieurs pour le faire? Melbourne, pour moi, est vraiment l'étape qui a sacralisé tous les problèmes de Mercedes qu'on vient d'énumérer. FP1, il démarre. Franchement, la voiture se comporte bien. Ils sont dans le coup et disent, OK, on va aller plus agressif sur les réglages en FP2. Première chose donc qu'on remarque qui sacralise Mercedes, incompréhension. On va plus agressivement sur les réglages et on perd toute la performance. FP3, on recule. On retrouve la performance. Hamilton et Russell sont dans le même dixième que Leclerc qui est en train de briller sur la piste. Oui. Et l'on se dit, mais on est là en fait, on est là. Ils ne comprennent pas pourquoi, 1. Et 2, je reviens sur le deuxième problème de Mercedes, imprévisibilité de la perf. C'est-à-dire Hamilton dit, je ne sais pas pourquoi on était rapide en FP3, mais ça s'annonce bon. Et là, tu arrives en qualif, plus rien. Absolument plus rien. Et Hamilton le dit après la conférence de presse, ils avaient plus de carburant, bien plus de carburant FP3 qu'en qualif, ce qui est normal. Mais ils sont allés plus lentement. En tout cas, de son côté, ça allait plus lentement qu'en FP3. Donc là, vous avez tous les problèmes de Mercedes. On a vu l'arrière fuyant, on a vu imprévisibilité de la perf, on a vu incapacité d'interpréter l'effet de sol et de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à débloquer la performance. Et voilà, Melbourne, je crois qu'à une bonne fois pour toutes enterré l'optimisme de Mercedes et Toto Wolff l'a dit.
il y a 1 million à gagner, un chèque en blanc à gagner si vous êtes capable de débloquer la performance de Mercedes. Tu sais, tout à l'heure, quand tu analysais, tu parlais justement de la grande performance en FP3 et plus rien en qualif. Et au final, quand on faisait un brainstorming, je vous l'avoue, on l'a fait le brainstorming avant d'écouter les propos de James Allison pour comprendre ce qui s'est passé à Melbourne. On s'est dit, cette voiture, en réalité, elle a un problème de température. Lorsque la température est plus forte, la W15 perd de la performance. FP1, ils arrivent toujours très fort. Mercedes, Lewis, Russell, ça roule très vite. Et au fur et à mesure du week-end, la performance chute. FP3, ils reviennent. Et puis en qualif, on a un caca dans la mer. Et à chaque fois, nous, on s'est fait avoir. Tu vois, on est là. Après FP1, FP2, on s'envoie des petits WhatsApp. Waouh, ça promet là. C'est Tout à fait. incroyable. Et on se le dit, non, ils vont nous avoir. Mais après en FP3, tu y crois encore. Et après en qualif, premier tour qualif, tu vous regardez, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on est avec As? Pourquoi est-ce que le Campbell nous donne 3 dixièmes en fait? Bah, C'est ça le problème. Mais bon, c'est la dynamique qu'on voit depuis ces dernières années. c'est la dynamique qu'on voit depuis ces dernières années. Lewis Hamilton disait, quand on est aussi bas, on peut pas faire pire. On ne peut que remonter. Mais on a l'impression au final que cette remontée est très loin. Elle est très loin devant nous. Et surtout qu'ils n'ont toujours pas touché le fond du trou. Les chiffres le montrent. Les chiffres le montrent. Donc du coup, on va aborder le deuxième point. Une dynamique en berne. Une dynamique en plein déclin. En général, quand on parle de dynamique, les amis, on évoque un sentiment d'évolution. Des gens qui vont vers l'avant, des gens qui se poussent. On évoque une montée en puissance. Une montée en puissance, un entrain. Oui. Mais quand on regarde les chiffres, ça fait mal. Sur les 3 premières courses, mes amis, regardez ces données. 2021, 101 points. 2022, 77. 2023, 55. 2024, 26. Pas besoin d'être matheux pour se dire qu'environ on perd 25 points par année. Si la courbe est non linéaire, les amis, 2025, je ne dis pas plus. Les victoires, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Les podiums, la décroissance est incroyable. Les points en course, en moyenne, c'est nul. C'est nul. On parle toujours, j'analyse sur les 3 premières courses. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et on parle de 3 premières courses bien différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire, Bahreïn, rien à voir avec Jeddah, qui lui-même, rien à voir avec Melbourne. Donc si dans aucune de ces 3 courses, tu nous montres de la performance alors que le type de tracé est différent, finalement, tu as déjà un échantillon représentatif de la saison par rapport à ce que tu vas croiser. Est-ce qu'on va compter sur des évolutions? Est-ce qu'on croit encore aujourd'hui, avec tout le blabla de Mercedes, qui sont capables de ramener une évolution qui te fait gagner par magie 5 dixièmes parce que c'est ce qu'il faut pour remonter sur Ferrari? Je rappelle que Ferrari donne 9 dixièmes à Mercedes en rythme de course en Australie. C'est effarant. Mais tu sais, ce qui est vraiment drôle, comme tu as dit, le trou continue à se creuser. En 2022, on se regarde tous, on se dit, bon, là, je pense qu'on verra jamais pire que cela. Ouais. On arrive en 2023, waouh, non, on peut pas faire pire. Quand on arrive en 2024, on voit cette W15, c'est incroyable, on dit, ok, bon, là, je sens mon... C'est bon, là, c'est bon. Bahreïn, on y croit un peu, surchauffe, voilà, on est là, on dit ok. Jeddah, on arrive. Jeddah, je n'ai jamais eu une douche froide de pareil. Vraiment, à Jeddah, j'ai abandonné la formule. On devait même tourner une vidéo pour vous dire. Mais j'ai dit à Finger Pilote après Jeddah que non, tu me verras pas chez toi pour tourner, désolé. Les amis, vous voyez, c'est pas de ma faute s'il n'y a pas de vidéo. Hein. Mais, écoute, j'étais fan de Mercedes. Je parle au passé, les amis, parce que vous savez, je suis une girouette. Je suis une vraie girouette quand il s'agit de performance. Tout comme la W15, c'est une girouette. Lewis Hamilton est 10e au classement après 3 Grands Prix. 10e, je dis bien. 10e. Russell, à peu près, un peu plus du double de points de Lewis Hamilton. Mercedes, dans son ensemble, elle est 4e force. Elle a 26 points, 1 point au-dessus de Aston Martin. Tout à fait. Un seul point. McLaren a plus du double des points, 55 points. Et Red Bull a pratiquement le quadruple des points, 97 points. Franck, les mots sont forts, les données sont fortes.
ça parle, c'est tellement évocateur. Quand Mercedes est rentré en Formule 1 en 2010, je ne pouvais pas croire que Mercedes, un jour, allait faire un début de saison aussi catastrophique. C'est dur. C'est dur, les mots sont forts, mais comme on aime dire, c'est le chronomètre impitoyable en fait. Tu peux aimer, tu peux pas aimer, le chronomètre te dit la vérité. Et tu fais bien de rappeler l'arrivée de Mercedes en 2010. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent souvent les 8 championnats constructeurs successifs en disant oui, le moteur, etc. Mais quand Mercedes arrive en 2010, il monte en puissance. En 2013, quand Vettel domine, c'est Mercedes la deuxième force du plateau. Rosberg et Hamilton prennent des pôles, ils prennent des victoires, 3 victoires. Donc on a toujours été habitué à une montée en puissance de Mercedes, aussi bien en cours de saison qu'une saison à l'autre. Et là, depuis 3 ans, Mercedes n'arrive pas à suivre le rythme de développement. Ils se font larguer. Aujourd'hui, je me retrouve à supplier Mike Elliott de revenir. S'il vous plaît. Je supplie Mike Elliott de revenir. Lui, qu'on a dit non, mais ce gars, il a jamais su comment faire des voitures. James Allison prend après lui. On va lui donner du temps. Enfin, je vais pas lui donner du temps parce que l'année prochaine me suit Ferrari. Mais je regarderai du coin de l'œil. Mais oui, on se demande bien quel est le bon projet à suivre en fait. Parce que moi je suis partagé. Quel est le projet à suivre? Avant de parler du projet, oui, tout à l'heure tu as évoqué le retour de Mike Elliott, que tu sembles regretter même le départ de Mike Elliott. Il y a une fuite d'ingénieurs quand même depuis quelques années au sein de l'écurie qu'on ne peut pas cacher aujourd'hui. C'est clair. Toto Wolff semble être devenu ce directeur d'entreprise que nous avons tous, celui qui se dit aucun ingénieur n'est indispensable, on peut tous les remplacer. J'ai l'impression que Toto Wolff s'est un peu francisé quelque part. Rappelons-nous, dans nos entreprises, oui. On enlève un senior, on met un junior et on dit il va monter en compétence. Et il fera rapidement mieux que le senior. On oublie que le senior, il avait 20-30 ans d'expérience de plus. Aujourd'hui, Toto Wolff s'est francisé. Mike Elliott est parti. Ouais. Qui encore est parti? Loïc Serra. Directeur des performances. Il a joué un rôle dans la signature d'Hamilton chez Ferrari. Je crois que lui et Hamilton ont dû voir des données qu'on n'avait pas vues. Parce que je crois que les gars, ils ont du pif. Non, concrètement, je suis d'accord avec toi. Et c'est même ça pour moi qui sacralise ce pourquoi Hamilton est parti. C'est que comme tu as dit, Toto Wolff joue là maintenant, je pense, sur le long terme. On a compris 2024 et 2025, c'est fini. Tu rattrapes pas ça. Et donc, tu t'éloignes de la timeline d'Hamilton, de sa chronologie, qui lui veut gagner le plus vite possible parce que monsieur a 40 ans, en fait. Donc, Hamilton, il peut pas construire encore avec Mercedes. On peut pas lui reprocher de partir parce qu'en fait, Mercedes ne peut pas lui donner ce qu'il veut dans le temps imparti qui lui reste. Donc, c'est voilà. Donc quoi le projet? C'est donc quoi le projet de Mercedes? Les amis, depuis 10 ans, les 3 écuries, Red Bull, Ferrari et Mercedes, se partagent le podium, à part peut-être 3 malheureuses années, 2014, 2015 et peut-être 2020. Ouais. Mercedes, entre nous, pensez-vous qu'elle peut truster cette année la 3e marche du podium? C'est fini l'époque du regain de performance. C'est fini les whisky des jouets, les simulations. On se rappelle du Brésil, son fameux taux de qualif, il avait déjoué tout... pardon, pas le Brésil, mais Monza. Singapour, il y avait Singapour et Monza également. Monza en 2020 avec exactement. La W11. Ouais. Il déjoue tous les pronostics des simulations. Aujourd'hui, honnêtement, on n'a plus l'impression qu'on peut revoir cela. On a également quelque part des stratégies audacieuses qui nous manquent. Ouais. On manque de stratégie. Tout le monde se rappelle, en 2020 toujours, le Grand Prix d'Espagne. Tout à fait. Le Grand Prix d'Espagne. Incroyable. Incroyable. On a perdu foi en leur audace. On a perdu foi en leur orgueil. Une écurie de Formule 1 qui n'a plus d'orgueil n'est plus une écurie. Bref, les amis, pour analyser le projet de Mercedes, on va le voir sous 3 angles. L'aura de l'écurie. Qu'est-ce que l'écurie évoque aujourd'hui pour tous ceux qui aimeraient la rejoindre? La dynamique de l'écurie. Nous allons parler de dynamique. Est-ce qu'on est sur une dynamique ascendante, descendante ou plutôt nulle? Et l'attractivité du line-up. Est-ce que les 2 pilotes en place proposent quelque chose d'intéressant? Bref, Franck, je te relance directement. Quels sont le nombre de points? Les amis, on va réfléchir en termes d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, les étoiles que l'on se donne. On va le faire de tête.
On n'a rien préparé là, Oui. c'est du brainstorming rapide, on va se le dire. Et on va mettre Mercedes face à Ferrari. Mercedes face à Ferrari. Qui a le meilleur projet? Parce qu'aujourd'hui, le but de ces mastodontes, il y a 3 mastodontes, comme tu l'as rappelé, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Aujourd'hui, il faut jouer au chat et à la souris avec Red Bull. Qui est le meilleur chat entre Mercedes et Ferrari? Commençons par Laura de l'écurie. Avec tout le respect que j'ai pour les 8 titres constructeurs de Mercedes, Ferrari reste Ferrari. Il y a des gens qui signent chez Ferrari sans même savoir où est-ce que Ferrari se situe sur la carte ou quoi que ce soit. Ferrari t'appelle, tu pars. C'était comme ça depuis très longtemps. Ça s'est un peu perdu avec les passages de Arrivabene, Binotto, qui ont un peu fait n'importe quoi, mais avec la manière dont Vasseur remet l'écurie en place, Ferrari peut encore compter sur son aura pour signer. Donc moi, je mets 5 étoiles chez Ferrari. 5 étoiles sur Ferrari. Oui. Ok. Et je mets 4 étoiles à Mercedes parce que ça reste mastodonte, ça reste quand même une écurie avec des infrastructures de fou qui payent bien, où tu as quand même une base de résultats. Enfin, je disais ça, c'était valable avant 2024, où tu as une base de résultats assez claire et qui a des ambitions très élevées. Donc 4 étoiles Mercedes, 5 étoiles Ferrari pour moi. Pour moi, Mercedes ne fait plus peur. On est d'accord. Mercedes ne fait plus peur. Je disais tout à l'heure en introduction, je rase les murs. Le regard des autres me semble malveillant sur moi. En termes d'aura aujourd'hui, je mettrais 3. Pardon. Je mettrais 3 à Mercedes et à Ferrari 5. Ok, tu es dur, mais tu es réaliste parce que tu me dis aujourd'hui, tout le monde dit, ce qui va déclencher le marché de l'été, c'est la signature de qui va remplacer Lewis Hamilton. Tout à fait. Je pense qu'on se fourvoie. En fait, ce qui va déclencher le marché, c'est Perez et Red Bull. Parce que tout le monde temporise là. Je pense que si Toto Wolff s'appelle Alonso Sainz, ce n'est plus « Waouh, Toto Wolff m'appelle, il faut y faire Mercedes ». Non, on va d'abord dire « Attends Toto. Cristiano Horner doit d'abord me dire qui en est-il de Perez avant que je vienne chez toi. » Voire même McLaren a sécurisé cette pilote, mais Aston Martin, à partir du moment où Alonso signe, est-ce que Aston Martin ne sera pas peut-être une meilleure destination que Mercedes? On en est là en fait. Adrian Newey peut-être. Adrian Newey, voilà. Avec la grosse S'il offre aurait- qu'a fait Aston Martin. C'est ça. Donc, Des millions sur la table. Des millions des sur la millions table. les amis. On évoque même qu'il serait près d'un salaire d'un pilote. d'un pilote très bien payé, non pas Très de bien plus payé. de 20 millions. C'est... Non, franchement, arrêtons de parler. Mercedes Oui. n'a plus d'aura. Ouais. Tout à l'heure, on disait, au dernier épisode, on parlait justement des Formule 1 1.5, machin et tout. Pour moi, Mercedes n'est plus réellement dans le classement des F1.5. Je suis navré, mais je la vois trop bas. Donc, c'est une impression, en fait. Donc, Oui. du coup, pour moi, son aura, c'est 3. Ça Ouais. peut pas être Ouais, c'est vrai. en dessous, parce que ce serait ce serait trop. Quand même. Mais 3. Mais évoquons rapidement la dynamique. La dynamique de l'écurie. Alors, dynamique de Ferrari, je mettrais 4 sur 5 parce que la meilleure dynamique sera toujours Red Bull. C'est la personne qui est devant, c'est lui qui a la meilleure dynamique. Oui. Mais Ferrari, ce qu'il nous propose depuis la trêve estivale 2023, c'est une masterclass. C'est-à-dire, ça fait que monter en puissance. Ferrari ne laisse plus rien. J'ai regardé, depuis le début de la saison, il n'y a aucun pilote qui arrive à s'initier entre les deux pilotes Ferrari. Aucun pilote en dehors des pilotes Red Bull, bien entendu. Donc Ferrari sécurise tout. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Ils sont deuxième force du plateau sans être inquiétés. Oui. Et Mercedes donc Mercedes, je mettrais 2 sur 5. Parce qu'on a montré les chiffres. Les gars, moi j'aime des courbes ascendantes. Des courbes descendantes, désolé, je suis ingénieur, je n'aime pas les dérivées négatives en fait. Je n'aime pas quand ma dérivée de fonction est négative. Donc, je mets 2 sur 5 en termes de dynamique, communication calamiteuse, les propos, voilà, les ingénieurs largués, non, c'est bon. Et toi? Les amis, vous avez vu, je suis un peu songeur. Quand on parle de dynamique, Mercedes n'évoque rien du tout. Mercedes n'évoque pas une dynamique en fait. Elle évoque une régression totale. Je n'ai confiance en personne, je n'ai plus foi en rien. Mercedes nous a appris à faire face aux mensonges. La dynamique de Mercedes, c'est 2 pour moi. 2 comme toi. Oui. Et chez Ferrari, je pense que je te rejoins. On peut pas mettre un 5 quand on a un Red Bull devant. Mais 4, pour moi, me semble la note parfaite
qui évoque aujourd'hui la dynamique au sein de l'écurie Ferrari. Tout semble aller bien, les pit stops s'améliorent. Ce n'est même plus s'améliore, c'est stratosphérique. Comment on les appelle? Les ingénieurs sur le muret Sur le reviennent muret. rapidement auprès des pilotes lorsqu'il y a une question. Ce n'est plus Checking. checking. C'est fini. Aujourd'hui, ils sont réactifs. Fred Vasseur montre que cette écurie va de l'avant et est capable de produire quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, un projet meilleur que celui que Mercedes propose. D'où le départ de Lewis Hamilton, je crois. Donc pour moi, la dynamique, elle n'est plus à démontrer chez Ferrari. Il n'y a même pas comparaison. Tout à fait. C'est totalement le jour et la nuit. Mais parlons de l'attractivité. Du line-up. Oui. Mais moi, 5 sur 5 sur Ferrari. Désolé, il y a même plus. Ce n'est même pas. On peut pas me dire je suis biaisé ou quoi. Les gars, on parle d'une écurie qui s'assure 2025-2026 un duo Lewis Hamilton, Charles Leclerc. J'ai beau remonter, il faut remonter à quoi? Ah, Rosberg, Hamilton, et même, je suis même pas sûr en fait. Il faut remonter à très longtemps pour voir un duo avec autant de punch. Et côté Mercedes, c'est difficile de se prononcer aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'identité du deuxième pilote. Mais on comprend l'agressivité de Mercedes sur le marché parce qu'il faut remplacer une star par une star. Désolé, mais si Mercedes me met Albon à côté de Russell, c'est pas possible en fait. Ouais. Il faut un champion du monde. Va me chercher Alonso ou Max, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et Max, dont la famille n'est pas en odeur de sainteté chez Red Bull, dont Marco n'est plus en odeur de sainteté, tu peux tenter. Voilà, ça va être un peu un downgrade, une grosse chute pour Max au niveau de la voiture, mais c'est ce qu'il faut à Mercedes. Non, Mercedes va mettre 3 étoiles sur le line-up parce que Benji Russell, c'est quand même un très bon pilote. Tu me dis, là, on peut pas descendre en dessous de 3 étoiles pour la présence de Russell. Il y a un potentiel 5 étoiles également s'ils me font Alonso ou Verstappen en fin d'année. Ça, c'est un line-up, ça. Oui. Ça, c'est un line-up. Ouais. Moi, honnêtement, en termes d'attractivité du line-up, je te rejoins totalement. Le line-up Ferrari à venir est percutant. Ouais. Ça percute. Lewis, Charles Leclerc, la casquette Mercedes, je peux te dire, je la troque tout de suite contre une casquette Ferrari. Donc, les amis, giveaway. Giveaway. On ramasse pas. Non, je ramasse pas ce torchon. Giveaway. On peut donner la casquette Mercedes. Faites-vous signaler dans les commentaires, les amis. Voilà. Donc, c'est 5 chez Ferrari. Et le line-up chez Mercedes. En fait, je ne vois même pas Verstappen signer chez Mercedes. Même s'il quitte Red Bull. Pour moi, c'est Aston Martin pour toi. C'est Aston Martin. Ok. Donc le line-up Mercedes, je sais pas, on vendait à Russell un rêve d'être pilote numéro 1. D'être pilote numéro 1 d'une forte écurie. Mais Mercedes aujourd'hui, c'est une Alpine évoluée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de grands discours, machin et tout. C'est une Alpine évoluée. Donc honnêtement, Mercedes n'a aucune attractivité. Verstappen n'ira pas là-bas. Aston Martin semble une meilleure écurie avec une meilleure attractivité. Donc pour moi, c'est un 3. Au final, quand j'analyse les chiffres, on a pratiquement le même ressenti. Ferrari est aujourd'hui l'écurie qui propose le meilleur projet. Mercedes est loin d'être l'écurie qui propose le meilleur projet. S'il fallait comparer quelque part, je pense qu'on aurait mis Aston Martin sur la place de celle qui propose le second meilleur projet. Après Ferrari. Évidemment, on ne parle pas de Red Bull. Le projet, il est là où il est. Il est stratosphérique. Les amis, on va conclure dessus. Pourquoi on va conclure maintenant? Je pense qu'on a vu une vision d'ensemble. On a évoqué le projet Mercedes. On a évoqué la dynamique de Mercedes. Ou plutôt, son déclin. Elle semble pas être une écurie capable de remonter si le chef d'entreprise ne se rappelle pas que la performance, c'est d'abord les ingénieurs. C'est les ingénieurs, ce sont des pilotes. Si on ne remet pas l'homme au centre de cette écurie, au centre de cette machine, Mercedes va perdre la face. Face à McLaren, les amis, qui est très en puissance. Face à Ferrari, évidemment face à Red Bull. Les amis, qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du projet Mercedes. Est-il attractif?
Max peut-il rejoindre Mercedes? Telle est la question aujourd'hui. Les amis, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez surtout pas, si vous avez apprécié la vidéo, likez, merci pour le signe Franck. Et surtout, abonnez-vous. On aime Mercedes, mais quand l'amour fait mal, il faut le signaler. Ciao, ciao les amis.